C'est la 17e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. L'OMS se dit préoccupée par l'ampleur et la rapidité de l'épidémie. Faut-il s'inquiéter? Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et des Médias, est avec nous ce soir sur ce plateau. Merci infiniment de nous avoir accordé cette interview. Alors, je le disais tout à l'heure, l'OMS se dit préoccupée. Êtes-vous préoccupé de votre côté? Évidemment, nous ne pouvons qu'être préoccupés parce qu'une épidémie, ça touche à nos populations. Il y a des décès, il y a des personnes affectées. Et nous avons, République démocratique du Congo, nous sommes à la 17e épidémie, vous l'aviez dit tout à l'heure. Nous avons l'expérience, nous avons l'expertise qu'il faut. Et donc, nous avons déployé dès les premières heures d'ailleurs les dispositifs qui suivent étroitement et d'ailleurs régulièrement, quotidiennement, à travers le ministère de la Santé. Nous publions parce que c'est aussi la transparence qui est la règle dans ces types d'épidémies. Et je pense que dans les jours qui viennent, nous pourrons être en mesure, comme c'était le cas avec l'épidémie passée, qui était beaucoup plus nuisible. Ça veut dire que toutes ces souches, la souche qui a été découverte, Bundibugyo, elle est moins létale que la souche que nous avons vaincue il y a quelques mois avec un traitement Made in Congo. Et donc, nous avons toute l'expertise qu'il faut. Et aujourd'hui, nous travaillons principalement dans les parties qui sont localisées. Et je dois rappeler que c'est en Ituri, les zones de santé de Mongwalu, de Rwampara, de Bunia, de Niakoundé, qui ont été bien identifiées. Nous avons des cas à Butembo et à Goma, mais nous essayons de faire les suivis et à déployer les mesures qui vont nous permettre d'éviter la transmission. On va en parler plus amplement, mais d'abord, vous parlez de transparence et il y a eu d'ailleurs une réunion de crise hier autour du président Tshisekedi. Quel est le bilan? Le bilan, on parle de 139 décès probablement dus au virus et 600 cas probablement du virus. Pourquoi autant de précautions? Pourquoi nous ne sommes pas sûrs que tous ces cas sont morts du virus? Écoutez, parce qu'on ne peut pas établir tout de suite qu'ils sont morts du virus, parce qu'il faut procéder par des examens. La différence entre la souche actuelle Bundibugyo et la souche précédente Zaïre s'est manifesté rapidement par des fièvres hémorragiques, c'est-à-dire des signes qui pouvaient directement être perceptibles. Mais dans ces cas, les virus agissent quelque peu différemment. Et c'est même pour ça que d'ailleurs le président de la République lui-même, et il en a reparlé au Conseil de ministres extraordinaire de cet après-midi, a réuni pas seulement le ministre de la Santé, mais tous les ministres sectoriels concernés pour être sûr qu'à côté de nos experts, nous donnons par exemple la logistique qu'il faut et que nous, par exemple, au niveau de la communication, parce que nous avons beaucoup entendu, notamment sur France 24, des gens dire il n'y a pas de vaccin. Il n'y a pas de traitements. Ce qui est factuellement vrai. Oui, bien sûr. Nous sommes dans un contexte mondial où il y a un peu peut-être des traumatismes ou de paranoïa avec le Covid. On rappelle aussi que la RDC a vaincu le virus sans vaccin à plusieurs reprises. Oui, voilà. C'est peut-être la précision qu'il faut apporter très rapidement et que nous travaillons pour contenir et éviter la transmission et nous assurer que dans les jours qui viennent, forcément, nos experts qui sont dédiés sur les sujets pourront évidemment trouver les traitements. Mais sinon, on a des mesures qui permettent on va en reparler de ces mesures. Mais tout d'abord, la situation à l'heure où l'on parle. L'OMS dit que cela fait plusieurs mois que l'épidémie sévit. Qu'est-ce qui a failli? Pourquoi l'alerte a été donnée si tardivement? Bon, écoutez, nous avons reçu l'alerte le 5 mai. Et il y a un protocole, les spécialistes sauront, c'est le 717, ça veut dire dès le jour où on trouve le premier cas, on a peut-être quelques jours pour faire les examens et établir évidemment la souche dont il est question. Et puis on a le temps de préparer la riposte. Donc on a reçu une alerte communautaire le 5 mai et déjà quelques jours après, donc le 15 mai, nous avions déclaré l'épidémie à Kinshasa et 2 jours après, le ministre de la Santé était en Ituri. Et donc, le protocole a été respecté et peut-être, je ne suis sûrement pas spécialiste sur le sujet, mais je crois que la manifestation de certains symptômes, vous pouvez voir qu'il y a des gens qui décèdent dans un contexte où on pensait que c'était une maladie mystique. Évidemment, il fallait avoir le temps de récupérer les cas, être en mesure de les examiner. Et lorsqu'on les a examinés à Bunia, il n'y avait pas de résultat. On a envoyé à Kinshasa. On entend parfaitement. Et on a pu établir que c'était des souches autres que Zaïre.
On entend parfaitement, on a entendu parler de ces maladies mystiques, de la sorcellerie, etc., qui peuvent toujours fausser. Mais beaucoup d'experts et d'observateurs sur le terrain disent qu'il y a aussi une défaillance au niveau local, que le système sanitaire s'est dégradé, et notamment parce qu'il y a eu la suppression du USAID et que du coup, les infirmiers locaux qui ont l'habitude d'alerter rapidement ne l'ont pas fait aussi rapidement. Il faut peut-être pas aller dans des spéculations. C'est vrai qu'il y a un certain impact parce que l'USAID, qui soutenait beaucoup de projets dans la santé, ne les fait plus, mais parallèlement à cela, au niveau du gouvernement, on a pris des dispositions, notamment une taxe qui permet aujourd'hui de financer les secteurs de la santé. Et donc ici, il faut considérer, madame, que nous avons l'expérience qu'il faut. Et il n'y a aucune épidémie qui ressemble à une épidémie qui est facile à qui endiguer. est déjà passée. Cela dit, on peut lire aussi dans la presse, j'ai lu ce matin la presse allemande, notamment un reportage où il y a des médecins et des soignants à Bunia, par exemple, qui disent qu'il manque de matériel, par exemple, qu'il n'y a que 2 vols qui font Bunia-Kinshasa et qui transportent les tests vers Kinshasa pour vérifier justement la positivité des tests, et que l'attente est longue. Est-ce qu'il y aura, par exemple, des moyens supplémentaires logistiques qui seront mis en place justement pour faciliter tout cela ? Je crois que je l'ai dit en début, lorsque nous avons C'est pour ça que je vous ai dit qu'on en reparlerait. Oui, évidemment, parce qu'évidemment, les moyens logistiques, nous en avons énormément besoin, parce que, je rappelle, vous avez parlé des Kinshasa, c'est presque plus de 2000 km. Absolument. Dans la zone qui est bien géolocalisée, parce que parfois, il y a aussi cette tendance à croire que c'est toute la République démocratique du Congo où on enregistrait 2 cas, mais pour l'instant, c'est bien localisé et il y a des dispositions qui sont prises pour que cela ne puisse pas se propager. Mais pour ce qui concerne justement la logistique, mais tout appui international est les bienvenus parce que nous, au niveau du gouvernement, on a pris les dispositions qui sont les nôtres. Je crois qu'il y a l'OMS, il y a l'UNICEF, de partenaires qui travaillent localement, qui ont aussi apporté des contributions et je pense que la mobilisation qui pourra se faire rapidement pourra aussi nous permettre de renforcer les équipes locales qui travaillent déjà, qui sont dédiées, qui connaissent les sujets, qui connaissent les réflexes et c'est qui va nous permettre de contenir la propagation de cette épidémie. Alors concernant, là on parle de zones qui sont contrôlées par le gouvernement, mais concernant les zones qui sont contrôlées par le M23, je pense à Goma, à Bukavu, comment comptez-vous faire pour endiguer l'épidémie dans ces zones-là? Bon, écoutez, nous n'avons pas des cas enregistrés pour l'instant à Bukavu, mais sur le cas de Goma, c'est simple. Hein. Le Rwanda, en violation d'ailleurs du règlement international en la matière, a décidé de fermer sa frontière. Pour se protéger aussi. On se souvient. Non, on se protège. L'Ouganda aussi on ne se protège pas en fermant les frontières. On se protège en prenant des mesures. Ce n'est pas une maladie respiratoire. Nous avons connu par les passés plusieurs cas d'Ebola. Jamais on a fermé des frontières ou jamais on a pris des mesures. En Ouganda, c'est des mesures à la frontière. On a pris des mesures de confinement. Ici, nous avons, par exemple, pour parler des Goma spécifiquement, d'abord, l'aéroport est fermé. Nous avions ici, à Paris, le 30 octobre de l'année dernière, une conférence humanitaire. On sait que le Rwanda, le père et les fils M23 refusent tout appui humanitaire, donc aéroport fermé. Si d'aventure le Rwanda ferme la frontière alors qu'il pouvait plus faire le choix d'utiliser des mesures des santé publiques qui auraient pu permettre d'éviter la transmission, c'est la preuve en réalité qu'ils n'ont n'accorde aucune valeur ni à la sécurité, ni à la protection de nos populations qui sont là-bas. Et nous pensons que pour apporter une riposte efficace dans la partie, en tout cas... Donc vous n'avez aucun moyen de pouvoir intervenir ? La question, ce n'est pas que nous n'avons pas de moyens d'intervenir. Nous pouvons intervenir de plusieurs moyens avec des partenaires. Mais regardez, si nous devons envoyer, par exemple, des experts à Kinshasa, ou si nous devons recevoir, parce qu'il y a un laboratoire innervé sur place à Goma, des tests pour faire des analyses approfondies, arriver à établir de souches, on aura évidemment du mal dans un contexte de fermeture. Il est évident que pour nous, pour une meilleure prise en charge de cette épidémie au niveau de Goma, le troupe rwandaise et le Rwanda doivent se retirer parce qu'ils ont montré qu'ils n'ont aucune capacité. Et en plus, ceux qui sont à leur supplétif devraient se mettre de côté et laisser les experts s'émouvoir librement pour essayer de protéger la population. Dernière question, merci. Allez-y, s'il vous plaît. Dernière question très importante sur les mesures barrières. Ce matin, j'écoutais nos confrères d'RFI, appel sur l'actualité, Juan Gomez, et beaucoup d'auditeurs appelés notamment de Goma, de Bukavu, et ils disaient s'inquiéter, voir qu'il n'y avait pas de mesures barrières, que les gens n'avaient pas encore pris conscience, que parfois même des églises évangélistes disaient que c'était des maladies divines et qu'il fallait prier, mais qu'il ne fallait pas forcément prendre des mesures barrières. Comment comptez-vous faire pour faire passer le message? Écoutez, c'est la communication. Autant la situation est délicate, autant on ne devrait pas paniquer d'abord, parce que
Nous avons l'expérience qu'il faut, nous avons des personnels qui sont aguerris et le président de la République l'a rappelé encore en Conseil de ministres cet après-midi. Et nous tous, moi qui vous parle comme ministre de la Communication, nous sommes particulièrement mobilisés à travers tout le relais dans le pays pour passer les messages. Alors, le premier réflexe, il est tout simple. Il faut se laver les mains. Il faut éviter de s'approcher des corps lorsqu'on fait des funérailles. Et je crois que toutes ces mesures d'hygiène ou de santé publique sont connues et nous allons travailler davantage à les rappeler à nos populations pour qu'ensemble, collectivement, nous puissions contenir et éviter la propagation de ces virus. Et d'ailleurs, il y avait en 2018, je rappelle ça rapidement, à l'époque où l'épidémie avait éclaté à Mbandaka, des mesures dans les écoles aussi. Et il y avait aussi des centres de traitement d'Ebola qui avaient été mis en place, des tentes pour isoler les malades des autres malades. Est-ce que ça aussi, ça va être Mais écoutez, fait? tous les dispositifs seront mis en œuvre parce que pour nous, il s'agit de contenir et d'éviter une propagation de la maladie et nous sommes plutôt optimistes au regard de l'expérience accumulée par les passés. Nous allons nous assurer que le message puisse passer partout dans le pays, en tout cas dans les parties qui sont concernées actuellement, pour que cela puisse ne plus se propager. Travailler en RDC ne devrait pas ressembler à une chasse. Tu es prêt, ton CV est prêt, mais les offres semblent loin, les contacts flous, les réponses silencieuses. Tu actualises, tu rejoins des groupes WhatsApp, tu compares, tu doutes. Tu essaies encore, puis tu perds du temps là où tu voulais trouver un avenir. Stop. Avec Jobinter, tu ne cours plus derrière une opportunité en République démocratique du Congo. Tu commences ta recherche au bon endroit. Où que tu sois, ouvre Jobinter et lance ta recherche gratuitement.